Sans trop tarder, on va commencer par, bon, tant que tu as le micro, Marc, il y a plusieurs questions. Il y a une question qui revient beaucoup sur un pays. Est-ce que, alors, il y a une question qui revient beaucoup dans des pays comme les nôtres, où la couverture médicale est un petit peu limitée, sildenafil, inhibiteur calcique, sans cathétérisme. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis, ça serait quelque chose de plus simple, mais je suis opposé à cette approche parce que malheureusement, on l'a vu de façon très élégante avec les deux premiers, euh, les deux premiers présentateurs. Clairement, le cathétérisme cardiaque droit, il est essentiel, en particulier pour éliminer les dysfonctions gauche qui sont parfois extrêmement difficiles à identifier par échocardiographie. Puis d'autre part, le côté calcium bloqueur, comme vous l'avez vu dans mon exposé, n'est utile que dans une infime minorité des malades idiopathiques. Donc, on n'a pas du tout envie de donner des anticalciques à tout le monde. La seule chose que je dis aux amis internistes, c'est s'il y a un syndrome de Raynaud très sévère qui justifie en soi un anticalcique, je ne suis pas opposé, mais il faut le donner à des doses faibles et pas du tout aux doses qu'on utilise d'habitude dans l'HTAP. Donc, cathétérisme cardiaque, oui, et anticalcique, sildenafil sans cathé, ben non. Voilà. Alors, autre question toujours pour toi. Est-ce que ça t'arrive encore de démarrer par une monothérapie? Alors, il y a en France, où tout est remboursé, au moins jusqu'au coronavirus, tout est remboursé pour l'instant. On a l'habitude, dans les formes groupe 1 sans comorbidité, à donner une bithérapie d'emblée dans les formes faible risque ou risque intermédiaire. Par contre, il y a une place résiduelle de la monothérapie, en particulier chez les gens chez lesquels on se pose la question d'une dysfonction gauche. Par exemple, les personnes de plus de 70 ans, obèses, avec une arythmie complète par fibrillation auriculaire, une grosse oreillette gauche à l'échocardiographie. Là, chez ces malades-là, on est plus prudent. Puis enfin, il y a les portopulmonaires, ceux qui ont des maladies chroniques du foie. Là, on est très prudent également parce qu'il y a des interactions médicamenteuses, etc. Et chez les répondeurs aux anticalciques, les 5%, ils n'ont besoin que de ça. Donc là, c'est une monothérapie, mais avec autre chose. Et toujours dans le même ordre d'idée, est-ce que le fait de traiter précocement et de façon agressive, est-ce que ça a été démontré que ça permet d'améliorer le pronostic? Alors ça, c'est une question fondamentale, hein. Je pense que sur le registre français, on a des éléments qui montrent qu'on va plus vite à l'objectif thérapeutique. Ça, c'est certain. Par contre, dire qu'on améliore le pronostic, je pense que si on fait bien les choses, c'est-à-dire bithérapie d'emblée versus monothérapie avec séquentiel rapide en cas de non-remplissage des objectifs thérapeutiques, je pense que ces deux stratégies peuvent être raisonnablement comparées. Mais le vrai problème que j'observe dans beaucoup de pays, c'est que les gens mettent une monothérapie, puis ensuite le malade reste sous monothérapie en classe 3 avec un test de marche à 290 mètres. Et ça, c'est exactement ce qui est péjoratif pour le pronostic. Si on veut faire une monothérapie unique, il faut arriver à 440 mètres en classe 2, etc. C'est un petit peu comme l'hypertension artérielle, il ne faut pas tomber dans l'inertie, il faut essayer d'atteindre les objectifs dans la mesure du possible. Alors, une question pour le professeur Htaoui. Alors, une question qui est bon, assez classique. IT laminaire, comment évaluer les pressions pulmonaires? Bon, Oui, c'est d'accord, c'est par l'IP alors. voilà, il se trouve que l'IT laminaire, c'est une situation à laquelle on est souvent confronté. Je répondrai par deux manières. La première, c'est que l'IT en elle-même, comme c'est un moyen de décharge finalement du ventricule droit, il n'est pas habituel de l'avoir à s'associer à une hypertension pulmonaire. Et donc, sa prise en charge va être la prise en charge d'une valvulopathie comme on le fait souvent. Sauf maintenant la deuxième situation où on a des éléments indirects qui montrent qu'il y a de l'hypertension pulmonaire de façon indirecte. Là, effectivement, ça complique les choses et probablement il faut la prendre en charge par cathétérisme et vérifier si les résistances ne sont pas élevées. La dernière catégorie qui reste et le plus souvent à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est les situations de cardiopathie gauche.
les rétrécissements mitraux qui s'associent à des IT importantes et avec une hypertension pulmonaire a fortiori, et qu'on adresse bien sûr en chirurgie sans passer par cathé. Alors, plus souvent, ça se passe bien, mais probablement, il y a des formes mixtes qu'on rate et que probablement expliquent certaines non-sorties du bloc opératoire. C'est quand même une entité qu'il va falloir étudier encore plus pour déterminer ceux qui auront besoin de cathé ou non. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, donc il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur angioscanner ou scintigraphie dans le cadre du diagnostic de la CITEF, c'est-à-dire de l'hypertension artérielle pulmonaire après une maladie thrombembolique chronique. Est-ce que déjà tu préfères angioscanner ou scintigraphie ou le match est tranché en faveur de la scinti? Ça, c'est pour moi ou pour Karima? Ça, c'est pour toi, éventuellement. Bon, je n'ai pas de préférence, mais certainement, Karima va répliquer sur la question puisqu'elle doit avoir une série. Je n'ai pas de réponse en dehors de celle des recommandations. La scintigraphie, ventilation, perfusion est meilleure. Si maintenant les scanners de haute résolution se développent, peut-être qu'ils vont prendre la place. Karima, qu'est-ce que tu en penses? En fait, l'angioscanner reste important, mais il faut savoir que dans l'hypertension post-embolique, on ne va pas chercher l'embole proximale. C'est souvent des anomalies de remodelage à distance et il sera parfaitement corrélé, comme tu viens de dire. La scintigraphie est très importante, il est au premier plan, perfusion et ventilation. Et éventuellement, il y a des équipes après qui vont faire l'angiographie, parce qu'après, ça aboutit sur l'approche thérapeutique de l'hypertension post-embolique. Alors, on aimerait un commentaire de ta part. Vas-y, continue, Karima. Mais nous réalisons, sur nos plateaux, nous réalisons systématiquement les deux, l'angioscanner thoracique et la scintigraphie dans l'approche diagnostique d'une hypertension pulmonaire et, avant de réaliser le cathétérisme cardiaque droit. Super. Ton avis, Marc? Oui, c'est une question fondamentale et à l'origine de beaucoup de débats passionnés avec les radiologues, des combats majeurs. Pour l'instant, il est clair que la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion est beaucoup plus sensible, mais moins spécifique, bien sûr. Mais nous, ce que l'on cherche pour l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, c'est la sensibilité, parce que le pire, c'est de passer à côté d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique qui a un traitement différent et qui est potentiellement normalisable avec l'angioplastie et les traitements médicaux, voire la chirurgie, bien sûr. Donc, nous, on est toujours favorable à la scintigraphie de ventilation-perfusion. Si on n'a pas cet outil dans le pays ou dans le centre, il ne faut pas surestimer la capacité du scanner parce que c'est, comme l'a dit Karima, c'est assez subtil et ça peut nécessiter des reconstructions et une certaine expertise. Donc, le scanner, beaucoup de radiologues sont surpris, mais dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, c'est très loin d'être simple. Alors, dans le même ordre d'idée, le message que je voudrais passer, c'est qu'il faut s'acharner à rechercher une maladie thromboembolique chronique. Parce que le traitement, il en découle. Est-ce que tu peux nous dire très brièvement un petit mot sur le traitement médical, sur l'angioplastie, sur la chirurgie et les résultats de ces thérapeutiques? Oui, c'est très important. Donc, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, on a 3 solutions thérapeutiques qui ne s'opposent pas l'une à l'autre. Il y a le traitement médical. Le seul médicament approuvé en Europe, c'est le riociguat qui stimule la guanylate cyclase. Il y a des résultats avec le macitentan, mais le remboursement et l'AMM n'est pas obtenu pour l'instant. Et on donne des fois en hors AMM des P2E5 inhibiteurs ou des prostacyclines. Mais quand même, le traitement médical, le but, c'est comme dans l'HTAP, c'est de traiter la composante hypertensive pulmonaire. Mais toutes les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques sont candidates à une désobstruction, soit chirurgicale, si c'est une forme proximale. Je crois qu'au Maroc, vous n'avez pas de centre, mais on a un bon partenariat et le seul centre français, c'est dans mon centre, à Paris-Sud. Et donc là, vous avez la possibilité de faire opérer les malades. Et puis ensuite, il y a la grande révolution récente, c'est l'angioplastie pulmonaire. Ce n'est pas exactement les mêmes malades que l'hypertension thromboembolique chronique opérable. C'est des formes plus distales avec de multiples webs. Vous êtes coronarographiste pour certains d'entre vous et vous connaissez ça bien. Et on arrive à déboucher beaucoup de vaisseaux et à normaliser les pressions. Par contre, c'est un peu dangereux
Il ne faut pas innover tout seul parce qu'il y a des formes d'hémoptysie, il y a aussi des ruptures de l'artère pulmonaire. Donc, il faut être très prudent. À notre staff médico-chirurgical avec les radiologues interventionnels, on voit 14 malades tous les lundis. Et sur ces 14 malades, il est de plus en plus habituel de proposer des stratégies hybrides où on dit on commence par le traitement médical et ensuite on fait le traitement par angioplastie ou alors la chirurgie. Donc, c'est assez intéressant. Et on a beaucoup de malades qui ont eu des chirurgies, qui gardent des PVR à 5 alors qu'ils étaient à 12, mais ils restent un peu essoufflés et on complète avec une angioplastie. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Je reviens vers toi, Karima, pour deux questions. Alors, finalement, on a vu la classification avec toi, avec Mustapha aussi, mais c'est pour quel intérêt? On a vu que c'est un intérêt pour le traitement, pour catégoriser un petit peu les patients, mais est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Alors, en fait, la classification, comme ça a été dit, c'est pour caractériser des groupes qui sont homogènes aussi bien sur la physiopathe que l'approche thérapeutique. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'il y a parfois des maladies qui peuvent se présenter sous différentes formes d'hypertension pulmonaire. Par exemple, M. Taïb a tout à l'heure parlé des cardiopathies congénitales qu'on va retrouver sur plusieurs niveaux, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 4, le groupe 5 également, le groupe 4 avec les accidents post-emboliques et des maladies comme la sclérodermie. Il faut rester vigilant. On recherche l'hypertension artérielle pulmonaire. Ne pas oublier qu'ils peuvent avoir le cœur gauche comme atteinte spécifique de la sclérodermie, qu'ils peuvent avoir une pneumopathie infiltrante chronique hypoxémiante et il peut se placer en groupe 3. C'est des maladies où on peut avoir plusieurs mécanismes d'hypertension pulmonaire, tout comme la sarcoïdose. Donc, restez vigilants sur la stratégie diagnostique et de classification sur des éléments assez simples. Et les erreurs qui peuvent se présenter, c'est au KT. Dr. Taïb, on a déjà parlé tout à l'heure, pour bien classer le patient avec les RDP. Alors, autre question qui concerne un petit peu le terrain marocain. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les thérapeutiques disponibles au Maroc? Alors, d'abord, pour l'approche diagnostique, nous arrivons à réaliser tout le bilan. Le KT se fait en cardiologie. Nous réalisons tous les bilans pour le risk assessment, à part les preuves d'effort. On n'a pas l'expérience pour ce groupe de patients pour ne pas les exposer, mais tous les éléments sont réalisés. Maintenant, arrivé au traitement. Alors, il faut savoir que les médicaments que j'ai cités, inhibiteurs de l'endothéline, macitentan, il est en AMM et il est remboursable. Alors, les autres classes thérapeutiques, les anti-PDE, ils sont hors AMM, mais ils sont disponibles. Et nous avons aussi, le bosantan est disponible pour l'enfant en ATU. Et pour la 4e classe, le Célexipag également disponible, il est enregistré, il est en ATU. Le Vélétri pourrait être disponible si on a le plateau hospitalier. Le Riociguat pourrait être en ATU. Maintenant, pour nos patients, nous arrivons à traiter à peu près tout le monde. Pourquoi? Parce que les médicaments remboursables, vous avez au moins le macitentan est remboursable. Vous avez le Célexipag en ATU. Et vous avez les hôpitaux publics. Il y a 3 centres, le CHU de Rabat, le CHU de Casa, qui prennent le groupe de patients qui n'ont pas de remboursement. Donc, à ce jour, tous les patients peuvent être pris. Le CHU de Marrakech va également s'inscrire dans cet ordre. Donc, à ce jour, nous arrivons à traiter nos malades sur les standards et guidelines cités de l'European Society Cardiology de 2015 et Respiratory. Donc, à ce jour, nous arrivons à traiter nos patients. Et on n'a pas de souci, donc même les patients qui n'ont pas de remboursement, on peut les prendre en charge. Sauf la voie IV, bien sûr. La voie IV, c'est l'avenir. Plus le plateau se développe pour traiter ces malades, puisque nous colligeons des patients, comme l'observation que j'ai présentée, c'est un cas très typique. C'est des patients qui relèvent d'une voie IV en association avec d'autres classes thérapeutiques. Le Célexipag, il est en ATU, il passe bientôt en AMM. Ça sera bientôt. Il coûte combien le Célexipag au Maroc? Une question qui est venue. Écoutez, c'est le même tranche de prix, je crois, 30 000 dirhams. Donc, 30 000 dirhams par mois. Pardon, c'est 45 000 dirhams. 30 000 dirhams sur le macitentan. Le macitentan. Le Célexipag est encore plus cher. Encore plus cher. Alors, autre question pour toi. On va te laisser souffler. C'est ce qui est revenu assez souvent, c'est les anticoagulants. Est-ce qu'il faut les donner systématiquement? Est-ce qu'il faut les réserver aux formes héréditaires, idiopathiques et post-médicamenteuses? Qu'est-ce que tu en penses très brièvement,
Très Alors, brièvement, s'il te plaît. sur les guidelines 2015, ces anticoagulants sont réservés au groupe des idiopathiques, formes irritables et formes liées aux médicaments. Encore une fois, on oublie, hors indication d'autres causes cardiaques. Un patient qui a un trouble de risque et une autre cause, on va mettre les anticoagulants. Mais pour ces formes, c'est inutile d'anticoaguler une HTAP, par exemple, répondeuse au NO, une HTAP dans une sclérodermie. C'est inutile. Donc, l'anticoagulant ne l'aurait pas destiné. D'ailleurs, Marc, on a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est sur des revues. Il va nous en dire plus pour l'avenir, ces anticoagulants. Moi, je dirais pour les nouveaux anticoagulants, qu'est-ce qu'il peut nous en dire de plus? Vas-y, Marc, si tu peux compléter. Merci. C'est un dialogue, c'est comme à la maison, hein. C'est bien. Bah ouais. Donc, on est bien là. Donc, les nouveaux anticoagulants, effectivement, ils n'ont pas été étudiés de façon très rigoureuse dans leur interférence médicamenteuse avec les médicaments de l'HTAP, mais en vie réelle, avec des registres, comme l'a dit Karima, on commence à avoir des centaines et des centaines de malades qui ont reçu des nouveaux anticoagulants, que ce soit le rivaroxaban, l'apixaban, etc. Et donc l'apixaban. Donc globalement, aujourd'hui, on dit que l'anticoagulation, elle est indispensable dans le post-embolique, ça c'est sûr. Elle est plus discutable dans les autres formes du groupe 1, sauf quand il y a une indication associée, trouble du rythme cardiaque, etc. Et aujourd'hui, on ne s'oppose plus à l'utilisation des nouveaux anticoagulants, mais on indique quand même que, par exemple, pour les post-emboliques, on a peu de données quand même avec l'interférence avec le riociguat. Mais en Allemagne, par exemple, il n'y a quasiment plus de malades sous AVK. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de traitements modernes pour ces malades. En France, on a encore beaucoup d'antivitamine K quand même, plus de la moitié. Alors, je reste avec toi, Marc, s'il te plaît. Alors, le Selexipag, l'étude avec le Selexipag versus placebo, est-ce que c'est éthique? Alors, celle qui s'appelle Griffon, hein, la grande, oui. Alors, en France, on a refusé de mettre des malades qui n'avaient pas de traitement de l'HTAP. Vous avez vu, c'était une étude globale. Il y avait la Chine, il y avait le Mexique, il y avait le Brésil. Il y avait des pays où il y a des gens qui ne sont pas traités. Donc, il y a eu, je pense, une correction du protocole. Dans les pays où les médicaments étaient disponibles, on disait vous donnez au moins un traitement de l'HTAP. Et dans les pays où aucun traitement n'était disponible, il avait été autorisé, moi je n'étais pas dans le comité scientifique, mais le comité scientifique où siégeaient Gérald Simoneau et Olivier Sidbon avait dit que dans les pays où il n'y avait rien d'autre de disponible, il était éthique de proposer un placebo ou le Selexipag. Mais c'est vrai que dans nos pays, j'ai bien écouté Karima, vu que les traitements sont disponibles, il faut le donner en traitement additionnel. Alors, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, vas-y. Parce que vous avez parlé de la thromboembolique et il y a une question qui me vient toujours à l'esprit. J'aimerais bien voir si le professeur Marc a une réponse à ça. Par rapport au régime de traitement des embolies pulmonaires, un régime court, 3-6 mois, voire régime plus prolongé, est-ce que vous avez remarqué dans les études un signal en faveur de la prolongation du traitement, c'est-à-dire que quand on prolonge, on a moins de CITEF? Ou alors, peu importe. 3-6 mois, c'est l'équivalent d'aller vers 1 an, 2 ans. Alors, nous deux, on s'appelle Marc, donc je vais commencer. Et puis Karima complétera. Je vois que son micro est fermé. Donc, c'est très intéressant. Déjà, il y a une chose, c'est la thrombolyse à la phase aiguë de l'embolie pulmonaire. Vous savez, on a fait une grande étude en France qui s'appelle PEITO, enfin en Europe, même dans le monde, je crois, mais en Europe. Et dans PEITO, il y avait des gens qui avaient de la thrombolyse pour une embolie pulmonaire submassive. Ben, la thrombolyse ne prévient pas le risque de CITEF. Il y a une publication. Le fait d'avoir fait une thrombolyse à la phase aiguë, il y a à peu près 2-3% de CITEF après l'inclusion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la durée du traitement anticoagulant, c'est intéressant pour limiter le risque de récidive de l'embolie aiguë. Mais par contre, à notre connaissance, il n'y a pas d'étude qui a montré que prolonger l'anticoagulation au-delà de la période indiquée va diminuer le risque de CITEF. Il n'y a pas d'étude qui montre ça.
Et de façon intuitive quand même, moi je suis assez favorable, et Karima va compléter, mais quand il n'y a pas de contre-indication aux anticoagulants et que l'hypertension pulmonaire n'est pas de cause déterminée, je suis pas assez favorable au traitement indéterminé de durée très longue. Par contre, quand il y a une cause, 3 à 6 mois, ça me convient. Par contre, quand il n'y a pas de cause, que vous avez 40 ans, vous avez fait une embolie pulmonaire et que vous êtes traité, moi je fais des traitements indéterminés, c'est-à-dire que je ne donne pas de date de fin. Mais ce n'est pas en pensant au CITEF, c'est en pensant à la récidive embolique. C'est ce qui ressort dans les dernières recommandations sur l'embolie pulmonaire. Oui. Karima, est-ce que tu veux compléter brièvement? Le son. Le sang, Karima. Le sang, s'il te plaît. Active le sang. Voilà. Non, c'est parfait. C'est bon? Oui. Super. Alors, je reste avec toi concernant cette histoire de CITER avec toi, Mustafa. C'était une question sur est-ce que tous les patients qui ont fait une embolie pulmonaire aiguë, quand est-ce que tu vas les checker par la suite? Quand est-ce que tu vas te dire je pense à la CITEF, je pense à la maladie post-embolique chronique, à l'hypertension pulmonaire post-embolique chronique. Est-ce que tu vas les checker tous ou sur des critères précis? C'est une très bonne question parce que ça nous ramène finalement à dire est-ce que toutes les embolies pulmonaires, il faut les suivre obligatoirement par des échos comme ça c'est lié à la recherche d'une hypertension pulmonaire. Je crois que les recommandations ne sont pas en faveur de ça. Et donc, vraiment, il faut respecter le délai de 3 mois après parce que souvent, des embolies pulmonaires peuvent se présenter sous forme subaiguë. Donc, on attend. Et au-delà, si le patient présente des symptômes, oui, on sera amené à screener, à chercher. Mais s'il reste asymptomatique, il n'y a aucune raison de refaire les échos de façon systématique. Mais du moment que tu as beaucoup insisté sur le KT et Marc aussi, une question toute simple. Patient qui a de l'hypertension pulmonaire sur une pathologie du cœur gauche, donc on a envie de dire que c'est évident. Est-ce qu'on va faire systématiquement un KT? Unité à 3-4 mètres secondes. Mustafa? Non, à mon sens, si on a une cardiopathie gauche, allez, on va dire soit valvulopathie, soit le patient est classé comme ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. C'est des situations habituellement qui s'accompagnent d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Donc, à moins d'avoir des comorbidités à côté, des comorbidités qui peuvent expliquer une élévation de la pression précapillaire, il n'y a aucune raison de faire le KT. Oui. Voilà, ça coupe chez toi de temps en temps. Voilà, donc ça a coupé, donc on n'a pas entendu toute la réponse. Je vais switcher chez notre ami Marc. Dans le même ordre d'idée, un patient qui a fait un infarctus, ce sont des patients qu'on voit nous régulièrement, infarctus du myocarde. Il est bien, il n'y a aucun signe d'insuffisance cardiaque, mais quand on lui fait l'échographie, on trouve des pressions pulmonaires à 70, 75. Est-ce qu'on reste dans le traitement classique de l'insuffisance cardiaque et de la maladie coronaire, ou est-ce qu'il y a possibilité de rajouter autre chose? Non, on vous fait vraiment confiance chez ces malades-là. On ne recommande pas les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire. Chez ces malades, il y a même des surmortalités avec la prostacycline, par exemple. Donc, il faut faire attention. On fait vraiment confiance aux cardiologues. Une chose vraiment importante, c'est qu'il arrive par contre qu'il y ait des malades qui ont des toutes petites atteintes gauche et des hypertensions pulmonaires très sévères. Dans ce cas-là, la discordance entre la sévérité de la dysfonction gauche et la sévérité du cœur droit fait qu'on va vers le KT, mais c'est des raretés, ça. Et surtout, après avoir équilibré le malade, comme disait Mustapha, il faut avoir bien équilibré le malade et le revoir un peu à distance. C'est la même chose pour les maladies respiratoires chroniques, d'ailleurs. Hein. D'accord. Alors, pour toi, Mustafa, une question. La corrélation entre l'évaluation de pression pulmonaire à l'écho et au KT? Très bien. Ben, a priori, il y a une bonne corrélation. Il y a une bonne corrélation. C'est ce qui d'ailleurs qui fait que à l'échographie, on peut proposer une probabilité, dire que l'hypertension elle est peu probable, elle était très probable. C'est sur la base de cette corrélation. Si bien sûr les mesures sont très bien faites.
Mais encore une fois, j'ai simplement rappelé que dès qu'on est dans cette probabilité-là, Très bien. le caté va permettre… Alors, voilà, donc on arrive à… alors, il y a une question pour Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je vous entends. Est-ce Voilà. que vous m'entendez? Oui, 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 très bien. Marc, il y a une question pour toi concernant le séquençage rapide. Tu es passé un petit peu rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et Oui. ça rejoint une autre question. Quand tu donnes un traitement à un patient, quand est-ce que tu vas dire il s'améliore pas, il s'aggrave? Au bout de combien de temps? Et sur quels critères? Par exemple, tu vas passer d'une bithérapie à une trithérapie. Non, c'est très important. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'après avoir établi le diagnostic, on a une stratégie thérapeutique. Et cette stratégie, en général, comme je vous l'ai dit dans mon pays, c'est 2 médicaments. Mais ça pourrait être un aussi. Ça ne me gênerait pas trop. Ce qui est fondamental, c'est avoir des rapports téléphoniques réguliers avec le malade les premiers mois. Donc, par exemple, à 15 jours, 1 mois, 2 mois, pour voir s'il n'y a pas de détérioration. Et ensuite, systématiquement, à 3-4 mois de tout changement thérapeutique, on revoit le malade. Et nous, à Paris, on fait tout, mais on fait au moins, je pense, la classe fonctionnelle NYHA, le test de marche de 6 minutes et le NT-proBNP. Ça, c'est le minimum avec l'échocardiographie. Si vous avez ça, vous pouvez voir si le malade est dans la zone verte, c'est-à-dire plus de 440 mètres, classe fonctionnelle 2 et NT-proBNP à moins de 700. Si par contre, l'un des 3 paramètres n'est pas dans le vert, moi, j'encourage vraiment beaucoup à refaire un caté droit pour voir où on en est. Et dans ce cas-là, je vais augmenter la pression thérapeutique en rajoutant un 2e ou un 3e médicament. Karima, tu voulais dire quelque chose? Tout à l'heure, je voulais parler du pré-test de probabilité pour le cœur gauche. Qu'en est-il, outil simple qui nous permet de distinguer, surtout en cardiologie, et qu'en est-il pour écarter ces malades qui peuvent être âgés avec des tares et ne pas les cathétériser? Ce pré-test est important. J'aimerais bien avoir votre avis. Pour les pneumologues de Paris, c'est très important, mais je crois que c'est les cardiologues qui sont les maîtres du jeu. Mais pour nous, c'est très important. Très important. Et je crois que vous avez un pré-test. Je vois que le professeur Mustapha a son micro fermé. Mais, Voilà, tu veux rajouter quelque chose, Mustapha? Non, mais c'est simplement dire, c'est exactement la même réponse du professeur Marc. Si on a une raison pour croire que l'hypertension pulmonaire n'est pas expliquée par le degré de la cardiopathie gauche, notamment s'il y a des comorbidités à côté, oui, il faut aller vers le caté. Il faut surtout probablement enlever de l'esprit des gens que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est que l'apanage des sujets jeunes, de l'âge de 30 ans, 35 ans, etc. Le profil a changé et il y a de plus en plus maintenant de vraies hypertensions pulmonaires à un âge beaucoup plus avancé. Donc, ce qui veut dire recours probablement plus souvent au cathétérisme droit. Et chez les personnes âgées, le post-embolique est vraiment important, d'où l'intérêt de cette discussion, parce que on a même des gens qui présentent avec une BPCO. Vous voyez, on pense que ça pourrait éventuellement expliquer tout, mais la BPCO n'est pas assez sévère et le malade a une hypertension pulmonaire beaucoup trop grave. Donc, il faut un peu du bon sens clinique, comme vous avez dit. Alors, une question pour toi, Marc. Très brièvement, hypertension artérielle pulmonaire et Covid. Ah. Alors, on a eu la pire des épidémies de Covid à Paris. Hein. Vous avez suivi, moi je suis à l'hôpital Bicêtre, mon service a reçu à mon étage 500 malades Covid. On avait à un moment 10 malades intubés ventilés dans mon service et 100 dans mon bâtiment. 100 malades sous intubation, ventilation mécanique. Donc, ça a été une catastrophe sanitaire comme je n'ai jamais vécu. Ensuite, les HTAP sont restées chez elles. Hein. Elles ont bien écouté la radio, elles ont écouté le président, elles se sont lavé les mains, elles ont mis un masque, elles sont restées chez elles. Mais on a maintenant, avec la Société européenne de pneumologie, de cardiologie et les malades européens, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé aux spécialistes des centres européens et aux malades. Et on va voir ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire que est-ce que les malades qui étaient en Alsace ou en Oise
dans l'Oise sont morts chez eux. Je pense qu'il y en a quelques-uns, malheureusement, qui sont morts, mais très peu, en fait. Je crois que pour la première phase du Covid, les malades se sont bien protégés. Mais Marc, excuse-moi, mais… Je crois que comme ce sont des patients qui sont assez rares et graves, donc ils ont dû faire un peu plus attention que monsieur Oui. population générale. On a mis des informations sur le site Internet, on a fait des téléconsultations avec la même caméra que j'utilise aujourd'hui, on a parlé aux malades, etc. Donc, ils n'ont pas été abandonnés, mais ça a quand même été une période de 2 mois très difficile. Je crois que Karima voulait dire quelque chose. Il y avait des Absolument. hypothèses sur la faible prévalence chez ces patients HTAP qui sont sous traitement, qui ont un tropisme vasculaire avec un remodelage. Est-ce que ces patients étaient protégés quelque part? Ils sont aussi anticoagulés. L'avenir nous le dira. Autant pour les maladies très fréquentes comme l'asthme, on a l'impression que le fait de prendre des corticoïdes inhalés diminue l'expression du récepteur du Covid, du coronavirus de type 2. Par contre, pour les HTAP, c'est rare quand même. Certes, ils prennent des anti-endothéline, des anticoagulants pour certains d'entre eux. Enfin, moi, j'ai quand même quelques informations. On a des morts, on a quelques malades qui sont décédés, mais ça n'a pas été une catastrophe comme on aurait pu craindre. Ils ont aussi quand même parfois une insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas très bon quand même pour les malades infectés. Donc, je pense qu'ils sont bien cachés chez eux. Je crois qu'ils sont bien là. Bien confinés. Alors, une question sur les trisomiques petits avec un champ de gauche-droit au stade d'Eisenmenger. Est-ce qu'on peut leur offrir quelque chose? Je pense qu'on peut leur offrir des inhibiteurs PDE5 et aussi du bosentan. Ça a été démontré dans l'étude Red 5, je pense. Tu veux rajouter quelque chose, Marc? Oui, ce que tu as dit est tout à fait vrai. Ces enfants qui ont des familles qui les entourent et un bon ancrage social, ils sont traités comme les autres, sans les faire souffrir. Alors, on arrive au terme et j'ai une dernière question pour toi, Marc. C'est une maladie qui est rare, mais qui est extrêmement grave. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'évolution, toi qui as vécu un petit peu les différentes innovations thérapeutiques pour cette maladie, qui nous rappellent un petit peu le sida? Dans une maladie rare, on a essayé la monothérapie, la bithérapie, la trithérapie. Le sida, on entend parler de lui de moins en moins. Est-ce que c'est le cas pour l'HTAP? Est-ce que tu penses, est-ce que tu as vu au cours de ton expérience que ça s'améliore, que les choses changent, que le profil des patients est moins grave qu'auparavant? Et qu'est-ce que tu penses surtout de la mortalité de cette maladie? Non, c'est très bien d'être comme tu l'es, très positif, etc. Je suis d'accord. On a fait beaucoup de progrès. On n'est pas encore comme dans le sida avec une combinaison de médicaments qui rend une vie presque normale. Vous voyez, dans le sida, on a les T4 normaux, on n'a plus de charge virale. On arrive à un stade très, très satisfaisant. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire, dans la majorité des cas, on reste quand même handicapé à l'effort. On a quand même un risque de mortalité de l'ordre de 5 à 7% par an. C'est plus 10 à 15, mais ça reste quand même important. La médiane de survie à 7 ans, la médiane de survie est à 7 ans. Donc, on a quand même encore des progrès à faire. Je pense que les prochains progrès, ça va être certainement de combiner les médicaments de façon rapide, comme on l'a évoqué de façon répétée aujourd'hui, et puis peut-être de mieux comprendre les mécanismes vraiment fondamentaux du remodelage vasculaire pulmonaire en essayant de mieux comprendre ce qui se passe par exemple dans les formes familiales avec la voie du BMPR2, TGF-bêta. Je crois que la nouvelle innovation thérapeutique, positive possiblement, ça sera peut-être en plus des billetteries-thérapies, de donner un traitement qui redirige le remodelage vers une forme plus harmonieuse d'architecture des vaisseaux pulmonaires. Donc peut-être que l'avenir, ce sera une quadrithérapie. Je te remercie beaucoup, Marc, pour ta disponibilité, ta générosité scientifique. Franchement, c'était un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous. Encore une fois, un grand merci. C'est vraiment au plaisir de te revoir très prochainement. Merci beaucoup, professeur Marc, Karima.
et aussi notre ami, le professeur Al-Htawi. Vous étiez tout à fait brillant, donc on a été régalé par vos présentations. Je voudrais remercier les laboratoires Actelion Jensen. Je voudrais remercier aussi tous les membres du bureau de l'AMCAR pour tout ce qu'ils font un petit peu dans l'ombre. Je voudrais remercier aussi notre informaticien Younes qui fait un travail extraordinaire. Et je voudrais vous rappeler notre webinaire de demain, Inch'Allah, toujours à la même heure, 14 heures, et où on va accueillir nos amis Erika Bergel, Dania Moti et Marie-Christine Malhergue, et aussi notre ami Dr Leila Saher qui va modérer cette session, donc où on va parler essentiellement de l'imagerie cardiaque. Encore une fois, un grand merci et à demain, Inch'Allah. Au revoir, merci beaucoup.